Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, moi aussi. Mieux que moi. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode du Jardin des Sources. Ça va toi, Pierre ? Oui, je suis venu pour la cérémonie du défunt. Ah oui, effectivement. C'est ta dernière journée. Et pour une fois, tu joues à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on enregistre l'émission à mon chevet, à mon domicile. Ouais. Voilà, je suis alité et souffrant, ça peut s'entendre. Non, l'opération s'est bien déroulée. J'ai fait une arthroscopie du genou suite à une complication d'une opération du genou, encore une fois, pour une ligamentoplastie. Alors j'ai une question à te poser. Ah tiens donc. Vas-tu être sincère ? Ah, Ça te fait quoi de rien contrôler ? ça fait un peu chier tout de même. Alors, la vérité, c'est qu'on contrôle jamais rien, mais même quand on en est persuadé, on favorise une forme d'illusion. C'est bien. Oui. Merci, papa. et du coup, non, il faut apprendre que la patience est une vertu, ou en tout cas s'en souvenir. Alors, qu'est-ce qu'une vertu ? Une vertu ? C'est une qualité qui fait de nous quelqu'un de meilleur à son propre regard et aussi au regard des autres. C'est un ordre moral. Morale, pas forcément. Il n'y a pas de morale dans le fait de posséder une qualité qui vous fait être plus efficient dans un domaine ou un autre. Parce que des fois, on peut être meilleur pour faire le mal. T'appelles qualité, ce qui va être considéré comme un défaut ailleurs. Exemple, c'est trop... Exemple, du point de vue religieux, le péché est un défaut qu'il faut corriger. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on disait être le péché est plutôt une vertu, la sensualité, l'incarnation, Oui. le retour vers soi, etc. Ce qui était une vertu à un moment donné devient un défaut dans un autre temps. En fonction de l'intérêt de ceux qui ont les manettes. Ouais. Oui. Mais est-ce que, dans le fond, on a des vertus, si on appelle ça vertu, qui sont différentes de celles qu'avaient nos parents ? Mais je pense que la question fondamentale, c'est de se poser la question concernant les vertus de ce que ça améliore en nous, plutôt que de comparer d'une génération à une autre, ou au fonctionnement d'une société. Je retourne sur la patience. Ouais. L'impatience, ça n'apporte en général rien de bon. Je vois pas ce que ça favorise de beau chez l'être humain. Généralement, ça va exacerber d'autres défauts. Par exemple, on veut obtenir quelque chose, un objet, un élément, ça demande des ronds. Donc de la patience, parce qu'il faut l'accumuler par le fruit du travail. Et les gens qui n'ont pas cette patience-là vont passer par la criminalité, le vol, et ce qui est considéré comme un péché. Mais encore une fois, le péché, il est déterminé aux yeux de la société par rapport à la collectivité. Donc je peux aussi dire, oui, c'est fonctionnel, la notion de péché. Ouais. Mais je pense quand même à l'échelle individuelle qu'il y a des choses qui objectivement peuvent être déterminées comme des vertus, qui valorise, par exemple, l'impact créatif dont tu parlais dans l'épisode précédent, ce qui nous permet de nous émanciper du déterminisme du regard des autres et d'essayer d'aller vers soi. Donc je pense quand même qu'il existe des fonctionnements clés, des qualités qui permettent de générer, qui peuvent s'organiser autour de la définition d'une vertu, parce qu'on constate que ça favorise quand même quelque chose de bon pour soi. Mais il y a... La vertu, en ce qu'elle favorise quelque chose de bon pour soi, et la vertu utilisée comme un moyen de contrôle ou de gestion collective. Voilà. On dirait de l'Aristote dans le texte. Parce que, est-ce qu'une chose est vraie parce qu'on pense qu'elle est vraie ?
Non, je suis de ton avis, mais je pense qu'il y a des choses qui sont quantifiables à l'échelle, par exemple, de l'acte créatif. Il y a des comportements chez les grands artistes et qui, par exemple, justement, la patience, la ténacité, la notion de minutie ou de concentration, ça, ce sont des qualités. Alors, peut-être que vertu est un mot trop fort. En tout cas, des moyens nécessaires à l'élaboration de quelque chose de beau. Et de beau à l'échelle, non pas subjective, mais constatée, tu vois, comme des œuvres d'art qui traversent le temps, par exemple. Tu sous-entends que ton jugement est objectif. Je pense qu'il y a des... C'est pas fondamentalement mon jugement, c'est une observation. Alors, l'objectivité, c'est quelque chose de général. La subjectivité, c'est personnel. Mais je pense qu'à travers les âges, on a constaté, les gens ont constaté, il existe des ouvrages sur le sujet, de qu'est-ce qui détermine l'essence d'un artiste et d'un créatif. Non, mais je sais pas, tu décides de me mitrailler de questions. Non, mais j'aime te voir patauger avec allégresse dans tes contradictions, s'il y en a. S'il y en a. Ouais, mais je sais pas où tu veux amener ma contradiction. Oh, ben, la tienne, la mienne aussi. Bien sûr. C'est-à-dire, une chose n'est pas vraie pour la simple raison que nous la pensons. Non, mais si on est un sacré nombre de personnes à la penser. Eh bien, on peut être plusieurs personnes et être dans l'erreur. Oui, je suis d'accord. Sauf que, voilà, si c'est vérifié sur une période courte, effectivement, on peut avoir été conditionné par un ensemble d'éléments, mais pour moi, l'intemporalité, c'est quand même un critère qui permet de déterminer de façon plus objective, hein, voilà, je ne parle pas la grande vérité, mais la qualité d'une œuvre. Et parce que, si tu veux, la qualité d'une œuvre, elle sera observée par différents peuples, différentes personnes, différentes sensibilités, à des échelles multiples. Et si la quasi-totalité des regards convergent vers la même observation, on se rapproche d'une certaine objectivité, je pense. Oui. Sauf si tu parles d'une grande prestidigitation à l'échelle humaine depuis toujours, et qu'en fait tout est conditionné. Oui. Mais là, on se posera la question finalement plus généralement du libre arbitre. Est-ce qu'il existe ? Mais si, dans le fond, dans la durée, le communisme soviétique a duré... Ça n'a pas duré à l'échelle humaine, ça a duré à l'échelle... Tu penses à l'échelle humaine. Oui. Donc il y a un jugement absolu de ce qu'est la valeur d'une œuvre. Oui. Mais non, mais parce que, pardon, je t'ai peut-être coupé un peu. Non, vas-y. Mais à l'échelle de notre vie, le communisme est éternel, parce qu'en fait, ça existait avant qu'on naisse, ça existe encore aujourd'hui, bon, il y a des miasmes, et puis ça existera sûrement une fois qu'on sera parti. Ouais. Ça donne la sensation que le communisme peut être considéré comme une vertu, puisque ça a traversé les âges. Mais moi, je te parle, par exemple, d'œuvres qu'on peut retrouver au musée du Louvre qui se comptent en millénaires. J'exagère, qui se comptent en centenaires, en des choses comme ça, tu vois. Et qui n'ont pas été détrompés parce qu'on a dit, bon, finalement, c'était que le fruit d'une mode. Alors que le communisme, pour moi, à l'échelle de la frise historique humaine, c'est une crotte de nez, tu vois. Oui. Voilà. Donc, moi, je considère que c'est ce regard qui est plus objectif. C'est à l'échelle de d'une frise... d'un regard de l'humanité toute entière. Dans le fond, c'est une valeur artistique qui est validée par le temps et pour toi une vérité. Parce qu'il y a une mise à l'épreuve par le temps. Oui. Et parce que les regards changent et les modes aussi. Donc si ça reste, c'est que finalement c'est ancré dans une vérité plus profonde que le regard corrompu des hommes. Tu vois ? Ça, c'est ce que je pense, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé à l'échelle des grandes œuvres. Et c'est ce que beaucoup d'artistes ont toujours dépeint. Pour en revenir à l'idée qu'il existe une observation objective de la qualité d'une œuvre. Mais la virtuosité artistique, on peut dire, selon des critères, tu as raison, inscrits dans le temps, est-ce que c'est une vraie valeur ou c'est un don qui en lui-même n'a pas pour vocation d'être une valeur ? Il est simplement une réalité de certains qui dessinent mieux que d'autres, ou composent de la musique mieux que d'autres. Alors, à l'échelle de la musique, la virtuosité, on l'a retrouvée notamment de façon populaire dans ce qu'on appelle les guitares héros. Oui. Les gens qui aiment bien jouer des notes très très rapidement. Ça trouve un écho chez les gens qui reconnaissent les capacités techniques comme une vertu en soi.
alors que ce n'est qu'un moyen et non une fin. Et ça a déjà été dépassé. C'est-à-dire que même si... forcément, s'il y a des auditeurs de musique qui vont me dire hey, tu déconnes, mais je vais prendre Van Halen par exemple, qui était considéré comme l'un des plus grands guitaristes des années 80, a déjà une manière démodée d'avoir abordé la guitare. Alors pas tous les morceaux, bien sûr qu'il y a des solos qui resteront dans l'histoire, mais quand on écoute notamment Van Halen, le groupe, je veux dire, quand on écoute Jump, bon, bien sûr, c'est un morceau populaire. Donc, c'est peut-être pas représentatif de la qualité intrinsèque de Van Halen, et j'ai pas une culture Van Halenesque de la chose. Mais ça ne reste jamais. Ça ne peut impressionner que les gens en recherche d'appropriation d'une personnalité sur l'aspect technique, ou impressionnable parce qu'eux-mêmes n'auraient jamais ces attributs technique, mais ça ne reste jamais dans le temps. C'est toujours la technique au service du message, de la pureté d'une émotion. Parce que tu parles d'une virtuosité, en définitive, qui est évidemment liée aux émotions qu'on suscite chez ceux qui vous voient ou qui vous écoutent. Oui, parce que je pense... Mais est-ce que c'est une vertu, plus qu'un talent ? Alors déjà, je vais revenir sur le terme talent. Parce que le talent, moi, je le mets pas en confrontation, mais en parallèle avec le génie. Le talent, pour moi, c'est le travail. Il joue bien de la guitare parce qu'il a travaillé son instrument. Il est talentueux sur cette chose-là. S'il a du génie, c'est inné. C'est l'inné et l'acquis, c'est cette opposition-là. J'ai jamais réfléchi à la notion de talent et de vertu. J'ai jamais pensé l'art en tant que vertu. Parler de patience, parce que c'est une expression commune, d'ailleurs, je ne sais pas à qui l'attribuer, et que la patience est une vertu. Mais on pourrait... Quand on parle de vertu, souvent il y a la morale qui est jamais très loin. Or, je considère que l'acte créatif est amoral. C'est pas immoral, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de notion de moralité. L'acte créatif, peut-être que je fais un hors-sujet par rapport à ta question initiale, mais en tout cas, c'est ce que ça m'inspire, se doit de transmettre, c'est l'expression du regard de quelqu'un, de l'artiste, d'une émotion spécifique. Et plus il se rapprochera de l'expression pure d'une émotion, moins ce sera, alors c'est paradoxal, moins ce sera son émotion à lui, mais ce sera l'émotion de tout le monde. Mais tout le monde pourra se l'approprier. Et c'est ça la vertu de l'acte créatif. C'est d'avoir un propos personnel qui s'exporte à la compréhension collective. Et c'est pour ça que quand on écoute des morceaux populaires assez connus, j'ai pas d'exemple en tête, mais si c'est un morceau triste, tout le monde sait que c'est un morceau triste. Alors tu pourrais me dire que c'est parce qu'il y a eu un conditionnement à l'idée que les gens doivent pleurer quand ils l'écoutent, mais je pense pas, moi. Je pense que l'art pur exprime vraiment quelque chose d'évident. Et ça fait preuve d'une énorme complexité pour réussir à dire quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est ça, pour moi, la véritable virtuosité de l'acte créatif. Pas le fait de montrer qu'on est fort. C'est le fait de dire quelque chose qui parle à tout le monde. Et si ça parle à tout le monde, ça parlera à toutes les ethnies, tous les peuples et toutes les périodes. Et ça fera rentrer donc cette notion d'intemporalité, qui pour moi est une forme d'objectivité. Là où toi tu penses, et ça que tu voulais un peu soumettre, que la vision que je pouvais proposer, je pensais que c'était la bonne parce que c'était la mienne. Alors que moi, je pense que il y a quand même une voie. Peut-être que moi, je peux me tromper. Après, quand je donne mon jugement sur une œuvre, j'ai pas la certitude d'avoir raison. Et je sais aussi une chose, c'est que, étant un être subjectif, il y a deux raisons pour lesquelles j'apprécie une œuvre artistique. La première, c'est parce qu'il y a une part de mon essence, qui est le fruit de mon expérience dans cette vie. Je vais te dire, j'ai l'exemple type, j'en ai déjà parlé, j'aime la musique de jeux vidéo. Alors, la musique de jeux vidéo des années 80-90, parce qu'en fait, elle fait référence à mon enfance. Et moi, mon enfance, pour me prémunir de la violence de mon enfance, j'ai créé un fort mental dans lequel j'étais un personnage de jeu vidéo. Donc j'ai forcément des affects subjectifs qui me font aimer quelque chose. Et à côté de ça, j'ai aussi des affects que je pense appartiennent à l'homme et non pas à Hugo, la personne, tu vois. Et je pense que être passionné en tant que musicien, compositeur, mélomane, et peut-être trop cérébral, je sais, c'est pas une qualité dans ta bouche. Moi, ça l'a été pendant longtemps.
ignorant que c'était un mode de défense aussi. Mais je pense que ça a su développer en moi ces capacités de compréhension, parce que je ne vais pas dire d'analyse, mais de compréhension plus ou moins objective ou subjective de ce que j'aime. Mais encore une fois, ce que j'aime, c'est déterminé par un ensemble de choses qui sont à la fois et subjectives et, je pense, objectives. Voilà. Et toi, pourquoi est-ce que tu aimes la musique ? Ben, il n'y a peut-être pas de pourquoi. C'est-à-dire, ça pose une question, et évidemment, tu te souviens de ce que disait Jung. On ne voit pas la réalité comme elle est, on la voit comme nous sommes. Mais ça ne me pose aucun problème. Peut-être que le pourquoi, c'est déjà extrêmement suspect. C'est-à-dire, j'aime la musique, point. C'est-à-dire cette primauté du vivant. Je vis, j'aime, je hais, je suis vivant. Mais je veux dire, dès qu'il y a, de mon point de vue, une appréciation analytique, on peut se méfier de ce que ça veut dire ou de l'intention de cette primauté. Alors, c'est la notion de contrôle qu'on peut soulever derrière l'intentionnalité. Oui. Je sais que moi, j'ai été dirigé par cette notion de contrôle. Bon, c'est marrant, c'était la première question que tu m'as posée au début de cet entretien. Mais je pense que j'ai appris à l'observer et à le reléguer au second plan. En revanche, en tant que créatif et qu'artiste, quel que soit l'artiste majeur, tu vois, j'ai vu Magma dernièrement en concert et Christian Vander est l'acteur principal de ce groupe depuis plus de 50 ans maintenant. Et quand il parle en interview, alors que c'est quelqu'un qui est cloisonné à son univers. D'ailleurs, il est dans le vivant, on lui dit, alors ça fait 50 ans, il dit, moi j'en sais rien, moi. Je sais pas quelles sont les dates de sortie des albums, je vais de l'avant. Moi je m'intéresse justement à ce qui est vivant. Voilà, l'incarnation, le réel, le direct. Il n'est pas en train d'analyser, de se dire, alors là c'est le 22e album, donc on va le faire comme ci, comme ça. En revanche, il a tout de même des maîtres. Et il a passé aussi sa vie quand même, notamment John Coltrane. Et il a passé sa vie à essayer de comprendre l'essence de leur message et la forme et le fond employé pour essayer de se rapprocher, lui, à son échelle, le plus d'une musique qui a une certaine profondeur, une certaine spiritualité. Et là, je pense que c'est un mécanisme, donc c'est analytique, qui est tout de même central chez le créatif, qui a besoin de repères et qui cherche à construire quelque chose, non pas dans un esprit de contrôle, mais dans un esprit d'expression le plus pur du regard qu'il a envie d'offrir aux autres. Et je pense que ça, c'est un mécanisme. Parce que je me rappelle d'une fois où je sais pas, il y a de la musique à la télé chez toi, puis je regarde ça, puis ah bah ça, c'est tel groupe, album sorti telle année, ça c'est le 2e clip sur MTV, bon. Et tu m'as sous-entendu, ça sert à rien. Cette information, le fait que tu aies accumulé ce savoir, ça sert à rien du tout. Et je conçois totalement qu'initialement, j'ai cherché à accumuler ce savoir pour être, par exemple, celui qui pouvait briller sur l'échelle de la musique. Donc j'existais parce que j'étais le mélomane, celui qui avait réponse à tout, justement, plein de certitudes et du contrôle. Mais j'ai toujours su que ça me servait parce que j'essayais d'obtenir des clés de compréhension, comme si j'étais en formation. C'est un petit peu comme si, tu vois, j'étudiais la philo et que je lisais les grands penseurs et que j'essayais de comprendre comme tu fais toi, ce qui générait la nature de leur pensée. Et que moi, je venais te dire, bah, t'es dans le contrôle, tu vois. Pense par toi-même, pense seulement. Arrête de vouloir contrôler, approprier. Et ben, je pense quand même que dans l'acte créatif, c'est une nécessité d'avoir des piliers, des bases et un certain savoir pour soi. Tu vois, pas pour s'en servir comme une arme ou pour contrôler les éléments. Mais comme par nécessité, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est nécessaire à qui ? À l'acteur. L'acteur créatif, à l'artiste, celui qui crée. Parce que l'art, une de ses fonctions premières, c'est la représentation, c'est toujours la représentation de la vie, l'art. Et la vie, le principe même qui génère la vie, c'est l'évolution. Et l'être humain en est sa plus belle incarnation, toujours essayer d'aller de l'avant, de changer les choses. Enfin, on le voit à l'échelle de toutes les espèces, mais nous, en plus, c'est exponentiel. On rajoute maintenant l'intelligence artificielle. Enfin bref, tout ce qu'on fait, c'est dans cet objectif-là. Et l'acte créatif, c'est un peu la même chose. On part jamais de zéro.
il y a une histoire de l'art. Et donc, on se gorge de l'histoire de nos prédécesseurs pour la retranscrire d'une autre manière avec nos affects et notre empreinte. Et donc, il est nécessaire quand même d'avoir ces bases-là. Sinon, on n'évolue pas. Alors, tu pourrais me dire à quoi ça sert d'évoluer. Moi, je peux pas te dire à quoi ça sert. Je peux te dire que c'est fondamental. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que fait l'être humain et c'est ce que fait chaque forme de vie. Et l'être humain plus que toutes. Mais un artiste, quand il sort du lot, il sort jamais du lot parce qu'il a fait quelque chose qu'on a déjà fait. Il sort toujours du lot parce qu'il a révolutionné. Est-ce qu'on peut pas dire, par exemple, que dans le temps, oui. L'homme n'évolue pas, mais régresse par rapport à l'enfant qu'il a été? Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'à l'échelle de la vie d'un homme, il y a une régression quant au fait qu'il se renferme, son visage se fait écraser par le masque qui le protège de la violence des hommes. Ouais. Je suis tout à fait de ton avis. Je parlais à l'échelle collective. Je sais que peut-être, après, tu veux souvent, te réapproprier des questions globales pour les recentrer sur le regard que l'on doit porter à soi. Pour en revenir à ta question, il y a toujours je pense qu'il y a une régression et un retour à soi aussi possible. Parce que... Et le retour à soi serait une régression? Non. C'est-à-dire que quand on arrive ici, on est, c'est suffisant, c'est l'essentiel, comme tu disais tout à l'heure. Et après, la violence du monde fait qu'on doit se prémunir. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, qu'on dit que ce que l'on est, dans la beauté dont tu parlais, eh ben, ça ne va pas du tout. Il faut être quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas ça la dimension régressive dont tu parles? Si, moi, oui, je suis d'accord avec toi. Bon, Ouais, c'est surtout toi qui en parles initialement. Moi, je suis de ton avis. D'accord, oui. Oui, bien sûr. Le regard parental. Après, il n'y a pas que le regard parental. C'est le premier, donc il est quand même central. Oui, tu as raison. Mais souvent, c'est vrai que tu as une... Bon, j'exagère le terme un peu fort, presque un monodéterminisme concernant l'idée que ce soit ça qui détermine tout. Il existe malheureusement 1001 façons de disparaître face à la violence du monde qui s'incarne aussi chez ses contemporains. Quand on est enfant, il suffit juste de se faire violenter dans la cour de récré. Oui, il y a des profils de gens, notamment, qui ont eu des parents aimants et qui, une fois arrivés dans la cour de récréation, ont découvert la violence brute de leurs camarades de classe. Et ça les a peut-être plus abîmés que s'ils avaient eu la malchance, dirait-on, d'avoir eu quand même des parents un peu déjà cabossés. Mais quoi qu'il arrive, la vie nous cabosse et on s'accroche à quelque chose. C'est-à-dire, on se dit, c'est important de ne pas se faire abîmer. Mais après, quand on arrive à un certain âge, on n'a pas le choix que d'être abîmé. Et du coup, il peut y avoir deux réactions. Soit on est aigri, soit on lâche prise. Donc je pense qu'il y a une régression, mais elle n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire à un certain temps, mais arrivé à un certain âge, on a le choix aussi de revenir à une certaine douceur, notamment parce que c'est presque, on est forcé à revenir à cette condition. Oui. Donc voilà. Que dire de plus, Pierre? Moi, j'étais content dedans. Mais c'est très important. Ce que tu as dit, pas parce que c'est vrai, parce que je pense que rien n'est vrai de ce que disent les hommes, mais parce que ça met en avant, évidemment, des questions qui m'apparaissent fondamentales. Elles sont même organisées autour de l'analytique qui représente une source de revenus considérable. On peut dire que toute la tradition universitaire, qui date des Grecs, quand même, parce que l'université, c'est être ensemble pour se prévaloir d'une pensée qui est supérieure à la pensée des autres, jusqu'à penser qu'il faut que les autres pensent ce qu'on leur dit de penser. On le suggère. En définitive, je te parlais on avait une discussion sur l'anti-Oedipe des années 65, des années 60, 70. Il y avait Foucault, Deleuze, enfin tous ces... Pour eux, c'est le capitalisme, la source du mal. Du mal et de la pensée. C'est quelque chose
qui est dans la tradition grecque et postérieure à la Grèce, ça va être le questionnement, non pas de la science, en fin de compte, qui était leur référence absolue. Il y avait le giron des dieux, qui était une errance, et puis la science, qui était une vérité incontestable. C'est l'opposition postmoderne après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est le nouveau dieu et la science. Oui. Et d'ailleurs, ils sont complètement... Et qui date de, regarde, quitter le giron des dieux, des Grecs, ça date de loin. Je veux dire, ils avaient une vénération de la science et sur l'observation de la nature qui offrait de rencontrer Dieu autour de cette création-là, d'une manière numérique, géométrique. En même temps, leur divinité était déterminée par la science elle-même, parce que c'était l'extrapolation de certaines vertus, comme le vent, la mer. Oui. Donc au bout d'un moment, quand la science commence à justifier le fonctionnement de ces différents éléments, eh ben, Dieu va fondamentalement disparaître. C'est vrai, c'est vrai. Alors que si Dieu n'est pas matière, il est plus dur à vaincre par la science. Oui, oui. Ben, je dirais c'est l'aboutissement au XVIIe de Spinoza, qui était des cartésiens possibles, il aimait Descartes, mais là où je me sépare complètement de lui, c'est l'idée que son Deus sive natura, c'est que la vérité de Dieu est dans cette science du réel, et que le réel est confondu au rationnel. Le rationnel, c'est le réel, et que le reste... Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que ce qui est, à partir d'Aristote, mis en évidence par Delame, le titre d'Aristote, c'est que l'obsession du penseur, de l'analytique, ça va être le contrôle de l'essence du principe de vie, c'est-à-dire ce qui était appelé l'être ou l'âme. Ils ont l'obsession du contrôle de ce domaine qui échappe à tout le monde, parce que celui qui est... Aristote dit, par exemple, la science, c'est la sagesse, c'est la science des causes. Il est gentil, mais il va pas m'expliquer pourquoi je suis là, pourquoi je suis né et d'où je viens. On ne sait pas d'où je viens, où je vais... Il érige la sagesse en vertu, mais la sagesse comme contrôle de celui qui sait face à celui qui ne sait pas. Il doit rien ignorer. La sagesse, c'est de ne rien ignorer. Oui. Et dans le fond, le mythe de la caverne de Platon, c'est ça. Les hommes voient des ombres, et ce n'est que des ombres, c'est le commun des hommes, mais le philosophe, lui, par sa sagesse, sort de la caverne, arrive à l'entrée de la caverne, et il voit la vérité. Il y en a un qui voit la vérité, et c'est moi. Et, tu vois, je vais revenir sur la musique, pour faire un parallèle. Quand on parlait, tu me disais tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est parce que tu le penses que tu as raison? Eh bien, j'avais un client qui était fan de jazz. Bon, il avait un certain âge, et puis on discute. Au fil des discussions, le mec me dit, tiens, je me suis mis à écouter du métal. C'est un genre musical que j'ai pas trop mal écouté. Je connais assez bien son histoire, tu vois. Donc là, je campe le personnage de l'érudit, dirons-nous, tu vois, le sachant. Je suis l'Aristote du métal. Et du coup, il me dit, moi, je suis fan de métal, je viens de découvrir, j'écoute Pantera. C'est un groupe des années 80-90. Le son est daté, c'est pas à la page, c'est clairement pas c'est pas le meilleur groupe de métal actuel. Mais je sais que sa vision et c'est sa réalité émotionnelle, elle est réelle. Il aime ce groupe, et pour des oreilles de jazzman, ça convient. Il pourrait pas écouter, tu vois, parce que il y a une forme de gradualité dans la capacité d'écouter du métal plus extrême. Moi, quand j'écoute du métal, pour moi, je distingue bien les notes, comme écouter de la musique classique. Pour la plupart des gens, c'est chiant, ou du jazz même. C'est assez incompréhensible. C'est que ça reste de la musique un peu savante. Tu vois, c'est péjoratif d'utiliser ce terme. Moi, je le pense. Et je me suis pas dit, je sais que ce qu'il écoute est moins bon que ce que j'écoute. Et je vais lui dire, écoute ce que j'écoute, n'écoute pas ce que tu... Non, je me suis fié. Je pense que c'est une forme d'humilité. Je lui ai dit, super, c'est très très bien pour découvrir le métal. Je comprends pourquoi tu aimes ce groupe. Si jamais tu fais le tour de la question, je t'invite à écouter Slipknot, qui est le groupe dont la référence a été Pantera, et qui l'a amélioré. Et ce travail que j'ai fait initialement, moi, d'écoute, ça a été dans l'optique de former mes oreilles à pouvoir découvrir d'autres genres, ouvrir mes environs de curiosité artistique, tu vois. Mais je me suis pas positionné comme étant le sachant.
Oui. Je lui ai quand même... Mais et je peux te dire un truc, c'est que plus tard, il m'a dit « Mais t'avais trop raison, Pantera, c'est daté. Et Slipknot, c'est une claque énorme. » Et il lui reste encore d'autres groupes à découvrir que ces affects ne pourront apprécier que dans une forme de formation, tout de même, tu vois. Mais c'est pas parce que j'ai comment dire, une connaissance partiellement objective de ce qui est bon dans un genre particulier que je désire l'imposer aux autres et leur expliquer que je sais et qu'ils ignorent, tu vois. Parce que je sais que ce qu'il y a de plus précieux que l'objectivité, c'est le respect des affects, de la subjectivité de tout un chacun, qui existe comme une forme de réalité. C'est leur réalité. Et parce que c'est leur réalité, j'ai pas à l'investir en expliquant que c'est pas la bonne. Tu vois ? Et donc je pense que je pervertis pas la vision dont je parlais précédemment, tu vois. Contrairement à Aristote, qui veut s'ériger en expliquant qu'il sait et que lui a un certain statut et qui va expliquer la vie aux autres. Moi, je reste disponible à qui veut découvrir dans un domaine où je prétends avoir une certaine connaissance, mais je n'en tire pas une gloriole personnelle. La seule fonction que ça remplit, c'est comment moi ça m'aide à me grandir dans ma recherche créatrice. Et lui, Aristote, non, lui, il avait plutôt le projet de s'en servir. Il y a l'Académos, si vous voulez diriger l'Académos, il avait un projet bien temporel. Tout ça pour dire que Aristote, dans la faiblesse, et je veux dire un peu l'aspect rudimentaire de son analyse, et quand on le lit, on est frappé par ça, il me semble, il va pas aspirer, mais il va être utilisé par toute une histoire qui va aboutir à la psychanalyse, via Brentano, puisque les acceptions, il appelle ça, c'est le titre de sa thèse, de l'essence, dans le fond, dans l'être, ça a été ce point de vue de Brentano, de rejoindre, dans le fond, Aristote dans une vision de l'être qui leur permet de pouvoir parler de ce que personne ne comprend à part eux. Et de faire penser à quelqu'un qui n'y comprend rien, qu'il est bête, mais que s'il était intelligent, il comprendrait comme lui comprend. C'est-à-dire cette puissance qui exprime que plus le langage... Alors c'est un peu dérisoire, le livre d'Aristote est dérisoire, mais en même temps, il n'est compréhensible que si tu es un peu tordu, c'est-à-dire, au fond, la vertu de cette intelligence-là, qui est quand même extrêmement primaire, c'est de générer de la puissance. Et ça a été vrai d'Aristote et de ceux qui l'ont utilisé, qui vont être les philosophes, après Brentano, tous ses élèves, Husserl, Freud, qui a donné la naissance à la psychanalyse, etc. Et quand on y pense, c'est pour ça que Jung s'est séparé assez vite, mais tout le mouvement de la psychanalyse, il suffit de voir la tête de Freud d'ailleurs, est conditionné par l'analytique, qui ne se dit pas, mais qui se sous-entend. Je vous vois, je comprends, il y a une raison bien scientifique, toute la phénoménologie du CERN, qui est née aussi il était aussi un élève de Brentano, et qui est né de ce mouvement qui exploitait une approche de l'essence de l'être à travers l'œuvre. Tu le lis, tu le liras peut-être un jour, il n'y a pas de quoi s'éterniser sur quelque chose. Si j'avais Aristote à côté de moi, je lui dirais, mais pourquoi tu penses quelque chose qu'on ne peut pas penser? Parce que ce qui n'avalait pas Aristote, Platon non plus d'ailleurs, et qu'a très bien exprimé Socrate, c'est en ça qu'il est unique, c'est que rien n'est compréhensible. Je sais que je ne sais rien, dit Socrate. Rien. Tu sais pourquoi tu es là, et comment, et dans quel but. Tu comprends, toi, l'essence, et tu vas analyser l'essence et la réalité de l'essence. Et leur obsession génératrice d'un pouvoir, c'est de dire, nous, on sait. Nous, on analyse. Nous, on dit, il y a le bien et le mal dans l'aptitude qu'ils disent être intellectuelle. Et dans cette mouvance-là universitaire, il y avait Marx.
aussi, qui s'est inspiré des Gueules, etc., qui était un élève de Brentano. Il connaît le mal, c'est le capitalisme, et le capitaliste, et le bien, la pauvre victime qui est... et l'histoire nous donne un démenti, mais terrible, de cet aspect rudimentaire, qui est bien inscrit dans la pensée d'Aristote, c'est-à-dire qu'eux, ils analysent ce que le monde doit être et comment il doit l'être, et ils ont la vérité que personne n'a. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça a été leur obsession, c'est de saisir l'essence et d'avoir une approche analytique, cette essence. Mais c'est valable pour tous les hommes, tout le temps dans le quotidien. T'en as assez peu qui disent « je sais pas ce qu'il y a ». Tu prends la musique, la peinture, tous les créateurs dont tu parlais, mais tu es centré sur le fait que tu es heureux à regarder une œuvre ou une musique, etc. Et c'est tout, ça suffit à tout. C'est un projet de recherche perpétuelle. Oui, s'il y a une possibilité de recherche, on ne trouvera peut-être rien. Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est recherche perpétuelle. Tu as raison. Ça me rappelle, tu sais, cette définition de l'égoïsme. Qu'est-ce qu'est un égoïste? C'est quelqu'un qui pense pas à moi. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors quand on le dit, c'est mieux. Mais si on dit que dans le fond, le problème, et c'est là où je reste spinozien, je ne les suis pas dans sa pensée totale, mais dans cette chose extraordinaire qu'il a dit sur le fait que l'enfance, c'est l'expérience du manque de puissance. Et que tout va se déterminer autour du projet d'être puissant et de tout savoir sur tout. C'est pour ça que c'est unique l'œuvre de Socrate, quand il dit, je le répète, je sais, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il en est mort quand même. Oui, mais c'est quelque chose que tu scandes à chaque épisode. Oui. Et tu essayes de toujours égaliser les choses en disant que tout le monde sait rien à toutes les échelles, mais il y a quand même des choses que toi tu sais, Pierre, à l'échelle de la pensée. Mais je m'en fiche. Oui, je sais, mais... C'est-à-dire, je veux être heureux. Bah, faut que tu arrêtes de penser, alors. Bravo, Hugo. Ouais. Et tu as complètement raison. Chez moi, c'était quoi que j'en dise? Comme ma mère, quand je me suis fait virer du lycée Henri IV, à 12 ans quand même, et que ma mère m'a donné la seule gifle de... J'y ai pensé il n'y a pas longtemps, en me remémorant cet épisode. Je me suis dit, mais elle avait un plan pour moi, de réussite, de faire des études. Elle avait un plan. Et je l'ai énormément déçue. Mais je le savais. C'est pour ça que je traitais l'éducation nationale de cette manière et que c'est devenu une guerre ouverte. Parce que il n'y avait pas le respect de moi dans cette réalité-là. Je ne naissais pas. Si je devais naître comme objet, elle qui était censée m'avoir donné la vie, elle me donnait la mort en me réduisant à l'objet qu'elle désirait être. Et c'est vrai que c'est comme une obsession, c'est-à-dire le vivant et le bonheur est ailleurs du cérébral et du génital, d'ailleurs, ou de la jouissance, ou de l'analytique, qui est la même réalité de la disparition de soi. J'ai eu la même colère que toi, parce que moi aussi j'étais un objet de représentation aux yeux de ma mère, qui n'a pas réussi à vivre à ses propres yeux, et qui faisait de ses enfants des objets de représentation, quelle que soit la réalité que vivaient ses enfants. Donc à prétendre même que j'avais des bonnes notes alors que je pouvais en avoir des mauvaises. Moi ça s'est traduit par une garde à vue le jour de la fête des mères. Ah oui. Voilà. Tu vois, pour dire qu'il y a des chemins communs, et c'est pas un hasard, tu vois. Même à l'époque, je veux dire, j'avais aucune notion de psychanalyse, mais je me suis quand même dit, tiens... Oui, bizarre. Mais en tous les cas, ce qui échappe à l'analytique, c'est la souffrance que l'on ressent. Dans la structure émotionnelle, tout prend naissance, de mon point de vue, là, et devient inexplicable, hein. Mais par contre, c'est vécu. La souffrance, et la souffrance des hommes et la nôtre, est quelque chose qu'on n'expliquera pas. Alors, on fait ça d'ailleurs, de le sublimer, de le revêtir d'une réalité qui n'existe pas. On essaye de s'échapper tout le temps
le fait unique qu'on a été une déception pour son père et sa mère. On a beau dire, mais je m'en fous, je vais lancer l'encrier comme je l'ai fait sur le prof de musique, moi qui adore la musique, c'est quand même un peu fort. Mais on peut dire qu'on s'en fout. Mais c'est un acte fondateur, un chagrin du commencement de notre vie dans l'expérience oedipienne. C'est pour ça que quand je vois ces imbéciles, Deleuze, tout ça, qui ont fait parler, c'est pas des imbéciles d'ailleurs, mais de l'anti-Oedipe à l'époque des années 70. Moi, Deleuze, c'est simple. Il voulait se faire je connaissais des mecs de mon âge quand j'étais encore minot, enfin 18-19. Ils sont mis dans Deleuze et j'ai tout de suite vu pourquoi. Moi, j'ai vu que c'était de la fumisterie, c'était de la technique pour de la technique, dans la seule optique de dire nous, on comprend, vous ignorez tout. Et c'est une manière de se raccrocher à l'idée d'être quelqu'un à ses propres yeux, dans un personnage de grand savant. Et j'ai jamais vu. Franchement, j'avais 18-19 ans, j'ai regardé Deleuze, j'ai dit mais. C'est vraiment du foutage de gueule à une échelle. C'est subventionné en plus. Hein. Oui. C'est des philosophes d'État. C'est surtout ça. Hein. Ouais. Ils étaient dans l'esprit du temps pour des raisons pécuniaires. Parce que c'est vraiment le déconstructivisme à l'échelle ultime, l'art contemporain de la philosophie. En 70, on a une expérience du marxisme. Tu m'étonnes. Il faut vraiment ne pas vouloir voir pour s'appuyer sur. T'as des maoïstes et des staliniens encore aujourd'hui, j'en connais. Oui. C'est hors du commun. Mais les gens. Donc il y a cet aveuglement volontaire et qui se respecte aussi. Ils ont une raison, mais elle est dans la structure émotionnelle. Elle est autre que le sujet politique, ça n'a rien à voir. Oui. Donc de mon point de vue, je voudrais être, c'est ça, heureux. Je veux pas avoir raison. Je m'en fous d'avoir raison. C'est ce que je veux, c'est être heureux, être aimé, l'amitié, l'amour, les choses comme ça. N'en demande pas trop, Pierre. Oui, je suis un peu ambitieux. Tu vas me dire, par rapport à ce que tu es, il vaudrait mieux que tu sois moins exigeant. Mais la vérité, c'est ça, ma vérité. Elle n'est pas ailleurs. C'est la vérité de beaucoup de gens qui ne le diront jamais. Ils veulent être aimés, ils sont extrêmement blessés dans le fait que rien dans le monde ne vous fait penser qu'on puisse l'être, et que, je veux dire, on sent que l'illusion d'être aimé est plus puissante que la réalité qui fait qu'on ne l'est très peu. Et on parle du mariage, de l'amour humain, etc. On sent très bien qu'il y a une contrepartie dans cette apparence des choses, qui est une obéissance sociale et rémunératrice d'une certaine manière. C'est souvent conditionnel, c'est sûr. Oui, on doit être, dans le fond, le mari idéal, en ce sens qu'on doit rapporter quelque chose, mari fonctionnel, qu'on est quelqu'un, ouais. socialement quelqu'un, etc. Et dans la réalité profonde, c'est qu'on a un chagrin et une blessure du fait ce qu'on pense de soi, c'est qu'on n'est rien. Au lieu de se dire que c'est un trésor, on se dit qu'on est un minable, en fait, et que si quelqu'un vous aime, on doit absolument se réjouir. C'est miraculeux. Et l'art, c'est un moyen d'en parler, quand même. C'est un moyen de parler de soi, et de sa blessure, justement. Peut-être mais l'art, c'est quelque chose qui nous touche. Voilà. C'est pas forcément un moyen d'en parler, sauf si tu penses que les émotions et la structure émotionnelle est un langage. Et là, je te rejoins. Quand je regarde Giotto, le baiser de Judas, ou des choses, ou dans mon salon, tu as vu la Sainte Claire de Simone Martini, qui m'avait tellement impressionné dans la basilique d'Assise quand j'étais jeune. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, qu'il était. Ça me touche. La musique, c'est pareil. Je suis touché par beaucoup de médecins, etc. Mais ça ne veut pas dire que... Ça ne veut rien dire, et ça ne m'intéresse pas, d'ailleurs, de l'expliquer. Ça me touche. Dans le fond, je pense que tu en parlais dans les derniers entretiens, mais la vérité, c'est ce qui nous fait nous approcher de nous-mêmes avec délicatesse. En se disant, la première des vérités, c'est qu'on a besoin d'être aimé, on a besoin de s'admirer, on a besoin dans l'être qu'il suscite un bonheur. Parce que l'être, à la manière d'Aristote
ou des autres, c'est simplement quelque chose qui se prête à une analyse, parce qu'il se prête à une rémunération au sein des études et de... Est-ce que tu serais ouvert à l'idée de débattre de ça avec quelqu'un qui défendrait le steak de Socrate ou... Parce que c'est assez neuf cette idée-là, je veux dire. Personne fait des émissions pour dire que Socrate ou qu'Aristote soit un prestidigitateur, Oui. ce soit la corruption de l'être par la philosophie. C'est un peu Nantes. Est-ce qu'il y a des gens qui en parlaient avant toi? Alors... Il y a des œuvres pour en parler? Et je veux dire, chaque fois que quelqu'un en parle, il est défiguré immédiatement. Je pense à l'Évangile. Si, ce qui est mon cas, on est croyant, l'Église a été une entreprise une entreprise de politique qui visait à dévitaliser totalement le message initial, ça n'a rien de nouveau, pour préserver l'intérêt qu'on a dans un ordre qui était un ordre religieux, clérical, à se faire une situation. Et dans le fond, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion. Si tu me dis demain que dans certains grands événements religieux et cléricaux, on trouve quelque chose d'absolument authentique, je dirais que si on regarde un peu, il y a beaucoup plus une volonté commerciale, économique, qu'une réalité religieuse. Elle n'est nulle part. Mais dans le fond, ce qui me touche, c'est que les béatitudes qui m'ont suivi accidentellement, je dirais, ben quoi, je ne crois pas aux accidents. Comme dirait Einstein, c'est Dieu qui est là incognito. Mais il est souvent là incognito. Mais dans cette beauté qui était cette pauvreté incroyable qu'on lit chez cet homme qui est Jésus dans l'Évangile, c'est quelque chose qui m'a toujours ému profondément. Parce qu'il est extrêmement pauvre de tout. C'est pas quelqu'un qui va rechercher, mais demander à ce que ça avoir un avenir, ça va avoir un avenir parce que ça va être défiguré. Et on retrouve d'ailleurs beaucoup de gens qui sont fait une situation cléricale et alors tu penses pas potentiellement qu'on ait aussi défiguré les propos d'Aristote? Non, parce que si on le lit, on se dit que c'est pas terrible, quoi, intellectuellement. Tu vois ce que je veux dire? On comprend pourquoi ça se prête à l'utilisation politique, je dirais. C'était un homme ambitieux, bon, pourquoi pas? Mais je veux dire que la substance est le corps de l'être, merci. Il est gentil, hein? Mais et que dans cette substance, il y a une science, d'accord, j'avais compris. Jusque-là, j'ai compris. Mais le pourquoi, il ne peut pas en parler. C'est exclu d'ailleurs qu'il en parle. C'est la science qui rend intelligent, la rationalité. C'est la réalité, c'est la rationalité. Le reste n'a aucun intérêt. Parler de l'âme dans une dimension divine, où c'est ridiculisé par les dieux grecs. Il faisait la promotion de la mode du moment, oui. L'émergence de la science comme vérité révélée face à Dieu. Oui. Mais il y a, tu sais, une intelligence, disons, si on croit à l'intelligence de la science, que ce soit la somme des angles droits, du carré des angles droits, ou que ce soit comme... Alors certains disent c'est Thalès, d'autres que c'est... Bon, qui a trouvé la hauteur, on lui a demandé la hauteur de la pyramide de Khéops. Tu te souviens, il a mis un petit bout de bois. Exactement. Il y a quelque chose de merveilleux, je n'ai rien contre la science. Mais je veux dire, la science n'est pas une réponse... Elle est une réponse existentielle par rapport à la nature dans laquelle on est largement impliqué. Technique, mais pas spirituelle. Spirituellement, il y a un sens, il y a quelque chose qui se dit, et c'est ce en quoi je crois, ça se dit en nous, uniquement en nous, et ça nous est dit personnellement à l'intérieur de nous, avec un cheminement qui est long, qui est fait d'échecs, de réussites, etc.,
Mais la dimension centrale pour moi de ce dialogue divin en nous, c'est ce chemin, on en a assez parlé, de retour vers soi, qui fait qu'on doit considérer comme hostile le fait qu'on est acteur de la réduction de soi à l'objet, alors que dans l'être, on est quelqu'un digne d'être admiré par soi, et que c'est dans cette relation-là que naît la relation aux autres. Si tu as une détestation de toi, tu vas aimer personne. Et je crois que c'est ça. Et c'est personnel. C'est ce que disait... même ça peut être utilisé, ce qu'a fait Luther à l'époque. C'est vrai que les indulgences, c'est dire que plus tu payes et plus t'es pardonné. Ça leur a fait gagner à l'Église catholique beaucoup d'argent. Et il s'est insurgé contre ça, mais par rapport à un projet de puissance personnelle aussi. Alors qu'il défend une vérité, ce qui l'intéresse, c'est de sa promotion à lui. Quand le grand électeur de Saxe lui a dit il y a les paysans, il y a une révolte paysanne, il faut faire quelque chose, Luther lui a répondu, tuez-les tous. On sent l'inspiration évangélique. Et c'est ça qui ne se dit pas. C'est pas les choses dans une vérité de soi ou des autres. C'est l'image vers laquelle on doit trouver son achèvement dans la puissance. Parce que la vérité, c'est la volonté d'être comme Dieu, alors même que tout le sens de la vie, c'est de nous rendre un peu plus humbles, étant donné ce que l'on va vivre, d'échecs, des illusions, etc. La grande vérité, c'est que tout le monde ment. Oui. Mais ce qui, pourquoi pas, mentir, c'est pas, je pense, c'est une réalité aussi. Mais se mentir à soi-même, c'est s'exclure que comme on est quelqu'un de merveilleux. Et qu'il suffit d'être soi. Se mentir, c'est ça, c'est besoin d'appartenir à un regard qui n'est pas le sien. C'est pour ça que l'Oedipe, pour moi, a une réalité. C'est qu'on déteste ce que l'on est au profit de l'objet qu'on doit devenir dans le regard de son père ou de sa mère. Et que c'est là la blessure fondamentale. On ne s'aime pas et on ne fait pas ce chemin de retour vers soi. Et tu vois, concernant cette question que j'ai posée sur le regard critique qui aurait pu être porté sur la pensée grecque d'Aristote ou de Platon, concernant Freud, par exemple, il en est sorti des ouvrages critiques qui remettent en question, qui mettent bien en évidence l'intérêt de Freud. Bon, faut dire qu'il était évident sur l'aspect économique, on va pas se mentir. Oui. mais c'est pour ça que je te posais la question, plutôt, de façon totalement neutre et sans connaître la réponse. Il n'y a jamais eu d'œuvre critique du même ordre. Non, parce que l'œuvre critique est elle-même une volonté de puissance. Dans le fond, ça aveugle la puissance. Je veux dire, tu as une vision critique en disant c'est les autres qui vont pas. Moi, je vais très bien. Et je pense que le vrai cheminement, c'est de se regarder soi, dans sa vérité à soi. Alors, l'idée que j'ai, et que j'ai notée sur les papiers, c'est que dans le fond, le symptôme du travestissement du vrai, l'utilisation politique du vrai, c'est d'exister dans l'extérieur de soi, voir les idéologies, etc. Et la vérité, c'est qu'on se déserte cette réalité intérieure, mais que tout se passe dans la réalité, j'entends, à l'intérieur de soi. Et qui voudrait mieux dire qu'on a souffert de quelque chose, du manque d'amour de mon père, ou de ma mère, ou de la mésestime, ou la relation d'objet dont on parle souvent, on voudrait mieux se placer soi dans une souffrance personnelle, ce ne serait que la vérité, que d'essayer de transférer tout ça dans une analyse du monde comme il doit être, comme si. C'est une manière d'échapper à ce face-à-face avec soi-même, parce qu'en même temps que l'on se mésestime soi-même, on est toujours dans l'idée, de plaire à la parenté et quelquefois au tortionnaire pour être en sécurité. Et c'est comme des dieux, les parents. C'est-à-dire, on aura toute notre vie le désir de se confondre à l'objet attendu et qui veulent qu'on soit dans le mépris de ce que l'on est réellement.
Ben, si ces larmes-là, cette souffrance initiale et fondatrice, on a le courage de la regarder, ça veut dire qu'on est revenu à ce pays intérieur dans lequel tout peut se réaliser de soi-même et la naissance de soi. Eh bien, je trouve que c'est ça qui est important. C'est pas le... Ouais, tu parles des petites fiches sur lesquelles tu notes des infos. Quand il me vient T'as un projet de bouquin ? Peut-être. Hein. J'ai des amis qui m'embêtent avec ça. Ils m'embêtent beaucoup. Mais de toute façon, je pense que c'est peut-être quelque chose à dire parce que on peut peut-être y trouver une... je sais pas, quelque chose qui nous fait du bien, d'une manière, je parle des autres. Si beaucoup de gens blessés, dans le fond, trouvent une réparation à cette blessure, simplement parce qu'il y a une parole sur laquelle ils peuvent s'appuyer, je pense qu'on a une raison de le crier. Comme je n'ai aucune ambition, comme tu le sais, mon cher Hugo... Tu vas réussir. Mais déjà, j'ai réussi à faire en sorte que quelqu'un qui était dans une souffrance rentre dans un rapport à lui-même où il souffre moins. Et c'est il souffre moins, et peut-être un peu plus de bonheur, que je trouve merveilleux, que je trouve être merveilleux. C'est pas de me faire connaître, je l'avais pas à 30 ans, je l'ai pas aujourd'hui, mais c'est plutôt je vois nos amis, que souvent qui sont communs aussi, ça les ouvre à une espèce de vision de leur maladie ou de leur souffrance, auquel ils ne pensaient même pas. Ils se disent, tiens, c'est peut-être que je suis mal, il y a peut-être une raison. C'est que je suis mon propre ennemi. Et que je me suis abaissé dans l'objet, et que dans le fond, la dualité de ce combat, entre ce que je suis vraiment et ce que je dois être socialement ou parentalement, c'est ça qui me tue. Si déjà ils disent oui, c'est pas un langage abstrait ou abscon, c'est que la personne trouve une nourriture et une réparation dans les paroles que l'on peut dire, qui est une façon de vivre la vie, dans le fond. Moi, je cherche, comme tout le monde, à être heureux. Mais ça veut dire que c'est peut-être important. T'as jamais pensé à en faire ton métier ? Par exemple, d'être psychologue, psychanalyste ? Non, parce que je trouve que c'est calamiteux. Les psychologues et souvent les psychanalystes ont tout sauf l'art de la psychanalyse et de la psychologie. Mais tu sais pourquoi, finalement ? C'est quoi, à cause de tout ce qu'on a dit sur Brentano, la tradition, le rapport à la pensée antique, etc., qui a été traduit. Freud était un élève de Brentano. Donc, tu vois, c'était vraiment une filière, je dirais, j'ai failli dire aristocratique, mais un peu par le projet qu'ils avaient de se distinguer. C'est ça, les autres, ils s'en fichent. Ce qu'ils voulaient, c'est l'originalité et la distinction. Et ils étaient dans un projet universitaire. Et est-ce que pour l'individu, être thérapeute, c'est pas le meilleur moyen de se cacher de soi-même ? Mais bien sûr. C'est-à-dire, moi, quand je parle thérapie pour l'autre, je trouve que c'est calamiteux. Quand je rencontre quelqu'un qui est dans une forme de souffrance, la chose que je fais, c'est parler de moi. Tu descends un peu de l'idée d'être analyser l'autre, et d'être spectateur de la vie pour avoir le souci constant d'être quelqu'un de vivant. C'est-à-dire d'être complètement habité par sa structure émotionnelle, toujours, et vouloir justement que ces émotions soient des émotions heureuses. Mais attention à l'approche psychanalytique, parce qu'il crée une distance qui est la source de la maladie. Précisément. Alors ça, je voulais en parler un peu, on en parlera dans un prochain entretien. Oui. Tu sais quoi, hein, on garde ça, c'est une petite surprise. Oui. Il risque d'être succulent le prochain épisode. Oui. Cette deux soi-même, deux visages, deux chemins. Cette dualité en soi entre l'objet que les autres veulent qu'on soit et la réalité blessée de ne pas avoir convenu et qu'on ait déçu l'attente des autres. Je dis des autres, mais ça commence par papa et maman, bien sûr. Bon, écoutez,
On va vous inviter à moins penser et à plus écouter de musique. Et... bonne chose. Et puis nous, à en faire aussi. Oui, et oui. Quand on peut. Bon, moi, je suis encore convalescent. J'en ai encore pour 2-3 semaines avant de pouvoir reprendre la batterie, mais ça ne saurait tarder. Mais t'as vu, tu jouais de la batterie avec ton genou. Oui. C'est fait que c'était très imparfait et que tu t'es fait du mal, quand même. Oui, j'ai décidé inconsciemment de me blesser. Et il y a une forme d'autodestruction dans la pratique d'un instrument. J'ai choisi spécifiquement la batterie pour me saboter dans le chemin vers moi. Voilà, un chemin en chaise roulante, quand même. J'emprunte, il est un peu laborieux. Dans le désert, en plus, en chaise roulante, je peux autant te dire, c'est des chenilles que j'ai, c'est même pas des roues. Enfin, bref. Bon, bah écoutez, je sais pas si cet épisode sera diffusé aujourd'hui, donc dimanche, parce qu'il faut que je puisse accéder à la salle de montage, qui en béquille est très compliqué. Donc vous l'aurez sûrement peut-être en cours de semaine, quand ça ira mieux. Merci d'être venu, Pierre, pour cet épisode qui se jouait pour toi à l'extérieur. C'était sympa, et c'est marrant, t'as voulu un peu inverser les rôles au début, en me posant 1001 questions, auxquelles j'ai répondu avec brio et technicité, dans un esprit analytique, qui me montrait la puissance que j'ai par les mots à contrôler mon univers. Rien n'est plus lamentable que le brio, d'ailleurs. Bien sûr. Et ça fait référence au morceau Le blues du businessman. Il dit qu'il contrôle son univers, c'est une phrase qu'il prononce. Et en fait, il n'est pas heureux quand même. Il a tout réussi, mais il n'a pas été qui il aurait voulu être. Elle est intéressante, celle-là, il faudrait qu'on réécoute les paroles. Mais ça, sur le plan du masque et du visage, on est en plein dedans. Sinon, je salue tous mes amis qui écoutent, je pense, puisque la plupart, je les connais. Et oui. Et donc... Nos 5000 auditeurs. Et qu'on invite toujours à venir participer, ce qui risque de se produire plus vite que prévu. Oui, ce serait génial, oui, ce serait vraiment un plaisir. Donc ça, j'ai pas vérifié si on avait du courrier, bon là j'étais un peu limité dans mes mouvements, mais n'hésitez pas à nous adresser vos questions pour rendre encore une fois cette émission plus vivante qu'elle ne l'est déjà. Et voilà, donc il me reste plus qu'à vous dire... Hugo, t'es quand même limité dans pas mal de choses, mais en plus par tes mouvements. Oui, je me suis mis au niveau de mes capacités intellectuelles. À la cime de toi-même, dirait Saint-Augustin. Une fois que les bûcherons sont passés. Très bien. Bon, ben bisous à tout le monde. Allez, bisous à tout le monde. Faites attention avec les sports de combat extrême. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon, relax.